Bienvenue à tous. Donc nous allons attaquer cette table ronde sur la montée en puissance des solutions no-code, low-code. Je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Vincent Vigier, je travaille pour la région Occitanie, pour l'Agence régionale de développement économique. Nous allons traiter de problèmes complexes avec des solutions qui ont été mises en place par des entreprises de notre territoire qui vont pouvoir résoudre facilement ces petits problèmes complexes. Je vais donner d'abord la parole à nos trois intervenants pour qu'ils puissent se présenter rapidement et après on passera dans le cœur du sujet. Aurélien ? Je commence. Bonjour à tous, je suis Aurélien Cogé, CEO et cofondateur de R2 DevOps. On opère dans le DevOps et dans la cybersécurité, mais ça je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Je viens de Picardie, j'ai fait mes études à l'UTC, j'ai ensuite travaillé au ministère de la Défense, où la sécurité était un élément important. Ensuite j'ai rejoint Soprasteria à Nantes. Et maintenant je m'attaque à un problème qui me tient à cœur, qui est la sécurisation de ce qu'on appelle les supply chains, les software supply chain. Christophe ? J'enchaîne. Bonjour à tous. Donc Christophe Bortolazzo, moi je suis le responsable de la recherche chez Berger-Levrault. Pour ceux qui ne connaissent pas Berger-Levrault, on est un éditeur de logiciels français, plus vieille start-up du monde parce qu'on a été créé au XVe siècle. C'est vrai, vous pourrez aller vérifier. Et on fait du logiciel pour les collectivités territoriales, le domaine de la santé et l'industrie. Voilà. Eric ? Bonjour, moi je suis Eric Kivy, le CIO de Usoft. Et donc chez Usoft, on s'est fixé comme objectif de permettre de réaliser des logiciels métiers complexes sans écrire une seule ligne de code. Donc on a mis au point un système un peu particulier. On dit qu'on a inventé le no-code métier, c'est-à-dire que nous on n'assemble pas des composants techniques, mais on assemble des composants métiers comme une fiche produit, une commande, une gestion de stock. Et on obtient des ERP, des CRM, des WMS qu'on a mis en place déjà chez plusieurs clients très rapidement. Et ce qui permet de, comme le dit le thème de la table ronde, de résoudre simplement des problèmes complexes. Est-ce que vous pouvez rentrer maintenant un peu plus dans le détail sur les secteurs que vous adressez et les solutions proposées au travers de vos outils ? Alors oui, moi j'ai peut-être un secteur qui est très niche, qui est le domaine du DevOps et de tout ce qu'on appelle les pipelines CI/CD. Alors je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est le code qui sert à votre produit à aller en production. Donc tout ça, ça reste du code qui est à développer par les équipes. Et aujourd'hui, nous, on se rend compte que ça demande beaucoup trop de travail aux équipes de développement, donc aux équipes de dev et aux ops, de venir coder cette partie-là, de venir aussi la maintenir et la sécuriser. Et on s'attaque à ce problème avec une solution low-code qui, pour nous, leur permet de leur libérer du temps pour qu'ils innovent plus et également de rassurer les DSI, les RSSI, les directions sur la conformité de leur supply chain. Donc c'est un domaine très spécifique du développement logiciel, qui est cette supply chain. Voilà, moi, je suis là ici aujourd'hui pour en parler plus en détail, aussi avec vous, et aussi pour témoigner qu'on libère beaucoup de temps à ces équipes qui, pour moi, ont beaucoup d'innovations à nous fournir. Quand je parle de ça, je parle des développeurs, c'est eux qui viennent créer les logiciels, et il y a cette partie qui leur demande aujourd'hui beaucoup de temps et d'énergie, que nous, on vient gommer avec une solution low-code. Christophe ? Chez Berger-Levrault ? Alors moi je suis un utilisateur du no-code avant tout. Alors, on pourrait en produire aussi, on pourrait fabriquer des plateformes, mais on est avant tout un utilisateur. Et on se pose beaucoup de questions. On se rend bien compte là aujourd'hui qu'on ne va plus continuer à développer des solutions comme on le faisait auparavant, c'est-à-dire avec beaucoup de code, mais on se pose aussi énormément de questions, de savoir, qu'on parle du pipeline CI/CD jusqu'à la création des interfaces, les mécaniques de workflow, nos bases de données, de la potentialité demain de se remettre à faire du logiciel d'une manière complètement différente. Et les vraies interrogations qu'on a, elles sont multiples. Pour vous donner une petite idée, donc nous on fait des logiciels de ressources humaines par exemple, de comptabilité. On a des outils qui ont 1500, 2000 tables en base de données, des outils qui contiennent 2, 3, 4000 écrans, vous avez bien entendu. Donc elles sont denses, elles sont complexes, elles ont une profondeur fonctionnelle qui est extrêmement élevée. Et aujourd'hui, c'est des choses qu'on sait très bien faire avec du développement, du Java, de l'Angular. Historiquement, par le passé, on faisait exactement le même genre de choses avec des technologies un peu plus anciennes comme Microsoft Access par exemple, ou WinDev, dans les années 2000. Et donc la vraie question pour nous aujourd'hui, c'est de se demander,
est-ce qu'on va arriver à redévelopper des solutions qui sont aussi denses et aussi compliquées avec des solutions 100% no-code. On voit bien le potentiel d'accélération pour la création des solutions. On a fait beaucoup de prototypage, beaucoup d'expérimentation. Moi, je pilote un centre de recherche et innovation, donc on est vraiment à l'avant-garde sur ce genre de choses et on a vu des choses absolument extraordinaires en utilisant des outils comme AppSmith, N8N, NoCoDB, qui est un équivalent à Airtable, où on a été très 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 vite pour faire des choses qui auraient pu prendre des semaines en développement. On l'a fait en quelques jours. Maintenant, est-ce que ça passe la barrière de la complexité et du volume? Ça, c'est les vraies questions et je crois que c'est là qu'il faut qu'on se mette à travailler avec les acteurs qui, eux, produisent des solutions no-code, low-code, pour savoir si on va arriver demain à faire ces outils du quotidien qui, aujourd'hui pour nous, gèrent la grande majorité des collectivités territoriales en France. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir des solutions qui ne marchent plus, sinon c'est toute l'administration publique qui s'effondre un petit peu. Donc on a un vrai point de bascule et on a plein de questions. Eric? Moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Christophe. Il y a deux aspects qui me paraissent importants. Premier aspect, c'est de dire, et nous, c'est ce qui a provoqué la création de la société. Moi, j'ai été DSI d'un grand groupe pendant 9 ans et j'ai mis des millions d'euros dans des logiciels qui, en plus, étaient moyens. Souvent, ils ont 10, 20, 30 ans d'existence, mais c'est comme ça. Je ne parlerai même pas des SAP. D'accord ? Et donc, pourquoi c'est comme ça ? On vient de le dire parce qu'il y a des milliers de tables, il y a des milliers d'écrans, et tout redévelopper, c'est beaucoup trop long. Et donc, on ne redéveloppe pas. Donc nous, on s'est dit, le seul moyen de résoudre ce problème, c'est de trouver un moyen de développer beaucoup plus vite. Et donc c'est pour ça qu'on a mis au point la technologie, qu'on a mis au point, pour être certain d'aller beaucoup plus vite et de refaire beaucoup plus rapidement les outils qui existent déjà sur le marché. Sauf que là vient la deuxième question, je ne sais pas préparé, Christophe, c'est oui, mais le no-code, j'ai entendu, j'étais à une conférence juste avant, ouais, le no-code, c'est du shadow IT, c'est pour les utilisateurs finaux. C'est pas vraiment de l'informatique sérieuse. C'est pas de l'informatique qui tient les volumes. On peut pas faire des ERP ou des WMS ou des logiciels complexes avec du no-code. Nous, notre pari, c'est si, on va le faire. Et donc, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on n'interprète pas le code, on le génère. On génère des architectures microservices, on génère la base de données, on génère les workflows. Tout est généré. Et tout est généré avec les meilleures pratiques pour tenir les volumes. On gère des millions et des millions d'enregistrements dans les bases de données qu'on a mis en place. Et donc c'est ça, je pense qu'on est arrivé à un niveau de maturité de la technologie qui doit permettre aux no-code de remplacer n'importe quel type de logiciel et d'aller beaucoup plus vite pour développer. Merci. En respectant la confidentialité de vos clients, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'intégration de vos solutions ? Oui, bien sûr. Après, donc là, c'est plus les cibles qui sont... Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, mon domaine, c'est très niche, c'est le DevOps. Donc les cibles, ça va être les éditeurs logiciels. Ça va être également les ESN et particulièrement aussi des banques, ceux qui ont des problématiques de sécurité, puisqu'on vient faciliter la sécurisation de cette supply chain. Donc c'est le type de client avec lequel on travaille, pour les raisons que j'ai expliquées au départ. C'est qu'on vient libérer du temps aux développeurs pour mettre en place ces supply chains et on vient aussi sécuriser. Donc quand les entreprises elles ont un enjeu de sécurité sur comment est construit leur logiciel, nous c'est là qu'on intervient, c'est intéressant pour nous de présenter ce qu'on fait et de les accélérer. Christophe ? Tu as déjà... Moi, toutes les remarques de mes collègues là, me refont m'interroger aussi fortement. On a un vrai point de bascule, comme je vous disais. Demain, redévelopper des solutions hyper complexes, alors de l'écran jusqu'au pipeline CI/CD, jusqu'au déploiement, ça pose de vraies questions. Il y a une acculturation sur les solutions no-code, low-code qu'il faut pousser et qu'il faut amener. Parce qu'à partir du moment où on rentre dans un environnement, on ne pourra pas toujours faire exactement tout ce qu'on veut, mais c'est au prix de la rapidité et de l'accélération. Et ça, c'est très intéressant. On voit aussi, et tu le disais, Eric, que les usages du numérique sont en train de se standardiser un petit peu. Aujourd'hui, n'importe quelle plateforme ERP se retrouve à être en SaaS, dans le cloud, pour peu qu'elle ait du volume, une architecture microservice, pour peu qu'il y ait des flots de données intéressants, on va se mettre à avoir un bus de données, du Kafka, je ne veux pas rentrer dans la technique trop plus à même, mais
Mais c'est justement parce que ces usages, ils se mettent à standardiser un petit peu, s'uniformiser, qu'on peut se mettre à avoir des acteurs comme vous qui redéveloppent par-dessus ces standards-là des solutions, no code en l'occurrence, qui vont nous permettre de créer tout ça extrêmement vite. On est un petit peu, pour moi, on retrouve un petit peu ce qui s'est passé avec le web il y a une dizaine d'années. Il y a 15-20 ans, pour développer une page web, il fallait être un expert, quoi. D'accord ? Et puis est venu des trucs comme WordPress, pour ceux qui ont vu avant Adobe Dreamweaver, ce genre de solution qui permettait rapidement, en 2.2, d'assembler une page web, de cliquer sur un bouton, de la déployer sur le net. Et ça marchait de suite. Ben, ce qu'on voit là, c'est qu'on commence à voir émerger, et il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui sont sur ce créneau-là, tout un ensemble de technologies qui vont permettre de faire exactement la même chose, mais pour des systèmes qui sont beaucoup plus élaborés et beaucoup plus complexes, qui savent gérer du workflow, qui savent gérer de la messagerie, de l'emailing, qui savent intégrer de l'IA aussi maintenant, qui savent faire des déploiements complexes dans le cloud en gérant aujourd'hui toutes les problématiques auxquelles on est confronté. Nous, on travaille avec les collectivités territoriales. L'enjeu de sécurité, il n'est pas petit, hein. Il est immense. Donc, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas faire l'impasse. Et donc, on est vraiment à ce moment-là où ces solutions, elles sont en train de monter. Et donc, je trouve, en tout cas, moi, je trouve ce moment extrêmement excitant. Ça promet un avenir des multiplicateurs très intéressants pour l'IT, en tout cas. Eric ? Alors, tout ce qui est dit est vachement très intéressant. Après, moi, je vais revenir sur le cas client. Je vais prendre un cas client sur lequel on a communiqué il n'y a pas longtemps, qui est le groupe Emova. Moi, je vais être très concret. Le groupe Emova, c'est les fleuristes, Monceau Fleurs, plusieurs centaines de fleuristes en France. On a refait leur chaîne de préparation des bouquets de fleurs sur l'ensemble de la France. Ils ont des sites web sur lesquels il y a des bouquets de fleurs qui sont commandés. Ces bouquets de fleurs sont préparés à Paris et sont envoyés partout en France. Et donc, ils voulaient changer son WMS pour préparer ces colis. On a démarré le projet le 8 juin. On est rentré en test le 7 juillet et on a mis en production le 8 août. Pour un projet qui, normalement, prendrait des mois et des mois à faire en 2 mois, entre le moment où on a commencé le projet et on s'est posé sur ce qu'on voulait faire, et le moment où on l'a mis en production, il s'est passé 2 mois. Et ensuite, on a mis en place 120 points qui n'était pas prévu au départ. C'est-à-dire que non seulement c'est rapide, mais c'est extrêmement souple. C'est-à-dire que nous, une de nos promesses, c'est, et c'est le no-code qui permet de faire ça, hein, c'est la vitesse qui permet de faire ça, c'est on va répondre exactement à votre besoin, pas à peu près à votre besoin, exactement à votre besoin. Et il a témoigné il y a 2 semaines à un salon, et il était très content, et il a très envie de faire des projets informatiques maintenant. Oui, j'ai envie de rebondir sur 2 choses. Donc tu parlais du WordPress pour des pages web. C'est vrai que ça, c'est avant. Aujourd'hui, on vient jusqu'à mettre du low-code, du no-code sur des choses beaucoup plus fines, précises, comme des processus. Donc on étend cette expérience à beaucoup plus de choses qu'à une simple page web qui était certainement à l'origine de ce mouvement. Mais on va très loin sur des applications métiers très précises. Moi, je suis plutôt dans un processus, donc dans un processus où on peut fournir des expériences qui vont simplifier le travail de ceux qui devaient le faire avant, plus ou moins manuellement. Le deuxième point sur lequel je veux rebondir, c'est si vous vous intéressez au sujet. On a parlé de standardisation très vaguement, mais pour moi c'est la clé. C'est de commencer à standardiser sa connaissance. Comme je pense Eric pourrait très bien en parler avec les modules qui sont générés. Ça va être des modules standards pour permettre une maintenabilité, une évolution et un usage simplifié. Si vous avez plusieurs façons de faire la même chose, ça va être très compliqué à maintenir. Vous allez avoir des systèmes hétérogènes qui vont générer de la dette technique. Et on revient dans la situation que tu disais, Eric, où ça dure 20 ans et après on doit tout démolir, ça va coûter très cher. Donc la standardisation, pour moi, c'est le point de départ, en tout cas dans le mindset qu'il faut avoir si on veut se lancer sur ces solutions qui sont low-code ou no-code. Tu as tout à fait raison. Moi, la seule conférence auquel je suis allé, c'était sur la standardisation, justement, où il y a une démarche qui va être entamée là. Voilà, il faut qu'on soit le plus interopérable possible pour qu'on ne soit pas dépendant des technos de chacun. Donc oui, c'est sûr que c'est un point clé. Alors il y a les technos et il y a aussi les usages, les expertises des personnes. Alors, encore une fois, je parle de mon expérience sur la création des pipelines CI/CD où ça ne va être fait pareil dans une entreprise puisque les développeurs ils vont être livrés eux-mêmes, ils vont le faire à leur façon. Ça va marcher, ça va être très bien, mais comme il n'y a pas de standard, ça va être difficilement maintenable et on ne va pas pouvoir le reprendre. Et ce qu'on constate malheureusement, c'est que si on veut le faire évoluer, il faut tout démonter. Donc c'est pas du tout ma vision de ce travail, mais c'était pour rebondir sur ce que tu viens de nous dire.
Si je peux rebondir encore une fois, parce que c'est très intéressant, je vais vous donner un petit exemple d'un système qu'on a monté en début de cette année. On voulait monter une plateforme qui permet d'exécuter des robots dans le cloud. Donc des robots qui font tout un tas d'actions en comptabilité, en RH, certains qui intègrent de l'IA. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prototype le comportement de notre robot. On écrit un peu de code Python pour le coup, là il y a un peu de code. La question c'est comment est-ce que je vais mettre toute cette exécution-là au service de nos utilisateurs. Et ce qu'on a fait, c'est recourir à des solutions no-code. Donc on a monté une plateforme avec AppSmith pour fabriquer des interfaces graphiques. Derrière, on a monté un serveur N8N qui nous a permis de créer des workflows et de connecter tous les workflows avec des API. Et une base NoCoDB derrière. Toute cette infrastructure a été montée en no-code. Tout. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le cœur de notre métier, réellement ce qu'on voulait faire, il nous a coûté 120 lignes de code Python. Et tout le reste, donc ce code-là, j'aurais peut-être pas pu le faire entièrement avec une solution de code, mais j'ai écrit 120 lignes. Et tout le reste de l'infrastructure, de la base de données jusqu'au serveur, jusqu'à l'interface graphique, il n'y a pas une seule ligne de code. Et je peux vous dire que ça marche très bien. Je peux aussi vous dire que c'est extrêmement bien structuré, parce que du coup, mécaniquement, on est obligé de découper notre architecture pour que séparer correctement les écrans du système serveur, de la base de données. Il n'y a pas le choix. Les développeurs, ils n'ont pas le choix de faire n'importe quoi. Donc, de facto, la solution les amène vers des standards d'architecture qui sont des bonnes pratiques. Donc là, je te rejoins. On a été obligé de tout se mettre à déployer avec un pipeline CI/CD en bonne et due forme. Et donc, le recours aux solutions no-code, là, pour le coup, non seulement ça a été un facteur d'accélération, ça c'est très intéressant, non seulement ça nous a imposé de faire des choix d'architecture qui étaient bons, qui étaient sains, qui étaient up-to-date, ça nous a imposé d'avoir des contraintes de sécurité qui étaient au top, et à la fin, bon, on a écrit 120 lignes de code, et tout le reste, ça marche. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Donc c'est un vrai retour d'expérience que je voulais vous partager moi aujourd'hui, parce que je vous avoue qu'on a été assez bluffé de la rapidité avec laquelle on a fait ça, et surtout, on a pu se concentrer uniquement sur notre cœur de métier, et plus sur tout le reste de l'infrastructure qui est un peu plus standard, un peu plus classique. Et vous basculez tous les autres logiciels bientôt? Ah, bonne question. On va essayer, en tout cas, on va y réfléchir, on va essayer. C'est une vraie question. La next step pour nous, c'est effectivement de se demander si on peut basculer déjà tout ou partie de nos solutions vers ce type d'environnement. Donc, ça promet plein d'expérimentations pour cette fin d'année l'année prochaine. J'aimerais revenir sur les vertus de ton expérience. Donc c'est un facteur d'accélération, mais ça je le partage. Ça peut être aussi dans certains cas quelque chose qui vient rassurer les directions parce qu'on sait que ça a été fait de manière standard, conforme, et on a confiance en nos productions. Là où si on n'utilise pas du no-code, je ne dis pas que les développeurs ils développent pas bien, mais on ne va pas pouvoir maîtriser ou avoir un regard facile sur ce qui va être fait pour pouvoir en assurer une conformité ou une sécurisation. Donc il y a aussi ce côté de venir rassurer. Je sais que ça a été fait avec, comme si on venait construire une maison avec des Lego. Voilà, on sait que s'il y a quelque chose qui ne va pas, on va changer un Lego. Moi, je le vois comme ça, mais il y a ces deux facteurs que moi je ressens dans mon expérience, c'est que ça va accélérer les développements, la mise en production, et ça va permettre également de rassurer les directions, les équipes, puisqu'on travaille d'une manière conforme avec des objets qui sont standardisés. Nous, c'est un des points qu'on a observé et on a des résultats qui sont au-delà de nos espérances, c'est que nous, on a décidé pour tous les types de logiciels qu'on génère de générer le code à 100%. Et donc la création du code est complètement automatisée. On a vu deux bénéfices. D'abord, on a très peu de bugs. C'est-à-dire que soit on a un problème de génération, en général ça passe même pas la compile, mais après le code il est nickel puisque c'est automatique. Et donc on a très peu de bugs. Ça marche très très bien. Mais vraiment très peu. Je crois que sur le projet que j'ai cité tout à l'heure, on a eu un bug. Donc c'est vraiment amélioration de la qualité, ça c'est clair. Et puis aussi, donc du coup, on respecte aussi bien les bonnes pratiques. Et de ce point de vue-là, c'est en termes de sécurité, ou dès qu'on doit, par exemple, intégrer une nouvelle fonctionnalité qui est horizontale, il suffit de modifier la génération de code et tout le code est régénéré avec la bonne pratique. Et donc, ça permet aussi de faire des transformations de code qui ne seraient même pas imaginables s'il fallait refaire à la main. Moi, avant, j'ai fait des logiciels dans le passé où il y a des trucs, je dis, bah non, ça... on n'imagine même pas, oui, il faudra le faire, mais il faut passer partout, c'est trop risqué, c'est trop long, on ne le fait pas. Et là, on peut le faire, donc ça, c'est aussi un gros bénéfice, quoi. Pour l'anecdote, j'ai une page Confluence qui est partagée avec toute mon équipe, et il y a un mantra en haut. Chaque ligne de code que vous n'écrivez pas, c'est des bugs en moins. Et donc, je corrobore ce que tu dis. Ouais, voilà, c'est...
Vous voulez rajouter quelque chose, Aurélie? Non. Est-ce que vous pouvez maintenant nous dire en quoi votre localisation en Occitanie favorise un petit peu le développement de votre entreprise, les relations que vous avez avec vos clients? Comment ça se passe? Alors, moi, Aurélien, toi tu es basé à Montpellier. Je suis basé à Montpellier. J'ai 2 points que j'ai envie de noter. Donc mes clients, moi, ils sont partout, ils ne sont pas qu'à Montpellier. Mais par contre, on a des très bonnes universités dans mon domaine, dans l'informatique. Epitech, Polytech, avec une promo qui a été montée par Monsieur Casteltor, qui est très spécifique dans le DevOps et qui est pour moi la meilleure du moment. Donc il y a des pépites, des personnes qui sont très bien formées sur ce sujet. Et le deuxième, c'est l'accompagnement de la région qui, je pense, a compris qu'en tant que start-up, on a besoin de montrer ce qu'on fait. On a besoin de vous parler, de montrer qu'on a envie de changer le monde avec nos produits, notre vision. Et on est très bien accompagné par la délégation ad hoc et la région pour, par exemple, aller au CES, à Vivatech ou ici, où pour nous c'est important. Nous, dans notre startup, ça demanderait beaucoup d'énergie à le préparer de manière autonome. Et là-dessus, moi je vous remercie de ça, mais c'est vrai que c'est un très bon endroit, en tout cas pour nous, de commencer notre expérience en Occitanie, puisque on a cette visibilité qui nous a apporté et qui est très importante au démarrage. Merci. On va prendre l'écran sur la tête. Hein. Christophe? Nous, on a plusieurs. Vous êtes international, vous? Ouais, on a plusieurs implantations en France et à l'international, mais un de nos plus gros sites est sur le site de la Belge, donc c'est au sud de Toulouse. Et c'est vrai qu'on est ravis d'être implanté là, parce qu'on sait qu'autour de nous, on a un écosystème d'acteurs, alors sur la région toulousaine et plus largement en Occitanie, sur lesquels on peut s'appuyer, avec lesquels on peut collaborer. Donc on a déjà rencontré plusieurs grâce à vous, et on va continuer à le faire. Et il y a quelque chose d'intéressant qu'on n'a peut-être pas évoqué tout à l'heure dans les solutions no code, c'est que nous travaillons principalement avec le public et la santé. On a des enjeux extrêmement forts de souveraineté. Et donc nos clients nous demandent de savoir de quoi sont composées nos solutions, où est-ce qu'elles sont développées, où est-ce qu'elles sont hébergées. Et donc s'appuyer sur les acteurs locaux français, c'est un élément de choix pour nous, pour nos clients. Donc il faut qu'on travaille, il faut qu'on continue à travailler avec l'écosystème local, quoi. Alors moi de mon côté, donc moi je suis aussi, on est basé à Montpellier. Je rejoins tout ce qu'a dit Aurélien sur la visibilité et sur le bassin d'ingénieurs qu'on peut trouver à Montpellier qui est vraiment très bien fourni. Ensuite, moi j'ajouterais quelque chose, c'est que nous on avait un projet qui était extrêmement ambitieux puisqu'il fallait un développement R&D important pour arriver à générer un système qui fait du no-code. Donc on avait besoin de financement et là la région et tout l'écosystème montpelliérain nous a vraiment aidé à trouver des fonds, à avoir des subventions. On a une subvention de la région, ça nous a permis d'avoir des subventions de la BPI en plus et ça nous a permis d'avoir un financement important sur lequel le projet n'aurait pas été réalisable. Donc je parle déjà pour ceux qui s'intéressent, en Précide, on a levé 1,6 million d'euros. Donc ce qui est une somme importante à ce stade d'évolution, mais qui était indispensable pour réussir à faire notre projet et ensuite avoir des gens en France qui proposent des solutions no-code, puisque la plupart des solutions no-code qu'on voit ici sont américaines. Voilà. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants? Bonjour, Émeric Demotion, je suis l'ancien patron d'une agence no-code et du coup j'ai commencé assez tôt et ce que j'ai vu, et on l'avait un petit peu évoqué tout à l'heure, sur la partie, le split entre le back, le front, les automatisations et tout ça. Sauf qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça c'est un peu la vision de l'open source, j'ai l'impression. À l'inverse, les outils qui sont en majorité là, propriétaires et souvent très américains, ce qu'on voit, c'est que ce triptyque, qui sont la data, le design et la logique, ils essayent de les incorporer au fur et à mesure. Donc avant, on pouvait avoir une logique modulaire, et aujourd'hui, on est de plus en plus vers une logique de all-in-one. C'est quoi votre vision par rapport à ça? Et moi, j'ai assez la conviction de me dire qu'au plus tard, on ira vers la structuration des choses qui sont assez carrées et chacun dans son domaine. Mais j'aimerais bien avoir votre retour par rapport à ça. Et
tous, parce qu'en fait, finalement, il y a un peu, on appelle l'open source, mais vous êtes des outils propriétaires aussi, donc c'est intéressant aussi d'avoir votre vision par rapport à ça. Merci. Si je peux apporter un début de réponse. Je crois qu'il ne faut pas avoir une seule vision. Ça dépend des cas d'usage. Si j'ai besoin de développer une petite, quand je dis petite, ce n'est pas un gros ERP, une petite application web, mobile, avoir une solution qui sait tout faire, très bien. Parce que du coup, tout est intégré, tout me permet d'aller plus vite. Je fais un changement dans ma base de données, c'est déjà changé dans mon écran, tout est gagné. Donc ça, c'est un vrai facteur d'accélération. Maintenant, quand on construit des systèmes complexes, et je peux vous dire qu'on construit des systèmes complexes, nous, les solutions qu'on développe à la main comportent 2, 3, 4, 5 millions de lignes de code, donc on est sur les choses qui sont assez volumineuses. Là, je suis assez convaincu qu'il faut aller chercher les solutions pour ce pourquoi elles sont le meilleur. Et toutes les solutions n'arrivent pas à être excellentes partout, et c'est normal. Et puis, quelque part, c'est pas très grave, quoi. Donc, nous, notre approche, ça va être de privilégier ceux qui arrivent à être les meilleurs sur la génération d'interfaces, en termes du X, en termes de flexibilité, la fabrication, génération de workload, logique métier, la gestion de bases de données, la gestion de bus. Donc, quand je conçois mon système, et on le fait déjà aujourd'hui quand on développe, donc demain, dans une approche no code, je pourrai avoir exactement la même logique. Nous, on aura plutôt tendance à aller chercher un écosystème de solutions et aller faire du cherry picking pour aller prendre ceux qui sont le meilleur à différents endroits. Maintenant, ça nécessite et ça impose une chose, c'est l'interopérabilité. Donc il faut que toutes ces solutions soient interopérables. Aujourd'hui, on a des standards comme le REST, par exemple, qui rendent ça relativement facile, mais il faut continuer à pousser sur ça. Et l'écosystème no-code, il a tout intérêt à s'articuler autour d'une forte dose d'interopérabilité pour être sûr que tout le monde gagne et tout le monde s'assemble. Et c'est comme ça qu'on jouera au Lego et qu'on fabriquera les meilleures solutions, quel que soit le use case. Par rapport à ça, moi je vais faire une réponse qui est un peu similaire. Nous, notre système, il permet de tout faire. Les écrans, les processus, les bases de données, on fait même de la business intelligence. Par contre, la façon dont c'est généré, on peut l'utiliser qu'une partie. Si on a envie de générer que la partie back-end et de voir les API, nous c'est hyper ouvert. Moi j'ai toujours fait des systèmes dans lesquels on peut les insérer dans le système d'information. On peut rentrer où on veut, on peut sortir où on veut. C'est aussi un des problèmes des logiciels complexes ERP et tout, c'est que souvent on rentre à un endroit et on ne peut pas ressortir de nulle part. Nous on rentre où on veut, on sort où on veut. Si on a envie que la partie écran, on peut le faire. Si on a envie que la partie back-end, on peut le faire. Si on a envie que la partie BI, on peut le faire. Parce qu'on est tous d'accord sur l'interopérabilité. Personne ne peut penser qu'il va être hégémonique dans quelque domaine que ce soit en informatique. Ça serait une prétention folle. Voilà. Donc il faut être interopérable, ça c'est sûr, qu'on soit propriétaire, open source ou peu importe. Mais il faut qu'on soit interopérable, c'est le point clé de tout ce qui doit être fait. Moi, ça va être plus court. On n'a pas de... Nous, on est très spécialisé sur la supply chain. Et pour le problème que tu mentionnes, on a cette vision qui est agnostique, où on ne veut pas être compatible avec une plateforme qui va automatiser ton déploiement. Donc nous, on le corrige via cette vision agnostique que l'on a pour être un facilitateur de création du pipeline CI/CD, peu importe la plateforme. On a aussi ce côté open source, donc je rebondis dessus parce que c'est vrai que y a des points communs où notre première initiative, et c'est de là que ça a démarré notre aventure, c'est qu'on a livré une marketplace open source, donc ça s'appelle marketplace mais tout est free et gratuit, pour mettre à disposition des composants standards à disposition des développeurs. Alors ça sert de source d'inspiration ou pas, hein, ou même ils l'utilisent en production. L'idée c'est de fournir cet espace qui manque pour donner des standards, pour que chacun puisse pousser son Lego sur des technologies qu'on peut utiliser pour développer les applications. Une autre question dans la salle? Oui, monsieur, au fond. Bonjour et merci pour votre intervention. Ma question va être pour Christophe. Moi, je suis financier de formation et profession et par ailleurs, je suis aussi élu local. Et justement, on est beaucoup confronté au fait que les applications, les outils qui sont utilisés dans les communes, elles sont assez lourdes. Moi, ça fait 10 ans que je suis élu sur une commune de 10 000 habitants et je vois que des fois, pour des tâches ou des requêtes toutes simples, il faut demander à 15 personnes.
Donc c'est vraiment bien les outils no-code, mais il y a un gros problème que vous avez évoqué, c'est la sécurité. Rien que, je fais l'historique comme ça, je recontextualise pour comprendre, rien que donner un PC portable à un agent, c'est limite, c'est une question de sécurité nationale. Donc en fait, le fait qu'ils puissent se connecter à des outils en SaaS seulement en ligne, qui ne sont pas en dur sur l'ordinateur, c'est vraiment un très 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 gros problème parce qu'on n'a pas la capacité de vérifier qui est derrière. Parce que j'ai travaillé aussi pendant 2 ans à la sécurité sociale. Vous savez, souvent il y a les cartes et les badges pour allumer le PC. Donc je voulais savoir comment vous faites pour gérer tout ça au quotidien et ces objections que vous pouvez avoir dans les collectivités. Et j'étais aussi intéressé à un moment pour proposer des services aux collectivités, mais je me suis dit Bourbier. Voilà. C'est une vraie bonne question. Je vais vous raconter juste une petite anecdote là. En ce moment, on est en train de faire des séances d'observation avec des UX où on vient dans les mairies regarder, observer comment les secrétaires travaillent. Elles font un boulot formidable. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité sur le job des secrétaires de mairie, mais c'est absolument incroyable à quel point elles sont indispensables pour faire tenir nos 36 000 communes en France. Mais on a vu des choses aussi qui sont assez dangereuses. On a vu des mots de passe écrits sur un carnet, sur un post-it collé sur l'ordinateur. Et tout ça, ça doit nous questionner à nous, quoi. Parce que si elles en arrivent là, c'est parce que c'est trop compliqué. C'est parce qu'il faut retenir 25 mots de passe, parce qu'on a 25 systèmes différents. Parce que tout ça, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, c'est pas tant je ne suis pas sûr que le no-code va résoudre ce genre de choses, si ce n'est qu'il va amener tout le monde, en tout cas, à adopter plus largement des standards. Les standards dans la sécurité, aujourd'hui, il y en a une authentification SSO. Aujourd'hui, c'est la base. Donc tout le monde va s'aligner là-dessus. Et Berger Levrault le fait, évidemment. Maintenant, je ne sais pas si ça résoudra tous les problèmes. La vraie question qu'il faut se poser de ce côté-là, c'est quels sont les futurs mécanismes, systèmes de sécurité biométriques, par exemple, qu'on pourrait mettre en place. Supprimer les mots de passe, ce serait un vrai facteur de simplification à l'avenir. Ce n'est pas le no-code qui va répondre à ça, c'est les nouveaux standards en sécurité qui vont nous aider à répondre à ça. Ce qu'on peut espérer, c'est que les futures solutions no-code, elles intègrent ce genre de standards, et j'en doute pas, ça viendra. Donc c'est un problème qui est vaste et qui est complexe. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'un système est quand même globalement beaucoup plus sécurisé quand il est en SaaS, parce qu'il est derrière une infrastructure qui a été pensée, construite, redondante, sécurisée de bout en bout, avec des réseaux qui sont prévus pour ça, plutôt que quand elle est simplement installée sur un ordinateur qui n'est pas verrouillé dans le coin d'une mairie. Donc tout ça va s'améliorer avec le temps. On n'est pas encore au Graal, mais ça va venir. Après, je peux juste compléter en disant que nous, on a une expérience avec l'Académie de Montpellier qui a besoin d'une petite application pour faire une fonctionnalité très simple. On a mis 2 semaines à lui faire son application. Et maintenant, ça fait 3 mois qu'on essaye de voir comment on peut la faire homologuer. Donc, je pense que le problème, c'est pas un problème de code, c'est un problème de l'organisation de l'administration. C'est-à-dire que pour avoir amené un nouveau service dans l'éducation nationale, il y a tout un... Enfin, je suis en train de découvrir ça, c'est hyper compliqué. Hein. Donc, le plus facile, c'était de faire l'application. C'est le reste qui est compliqué. Ouais, et pour rebondir sur le côté sécurité, le plus compliqué, c'est pas de convaincre de faire l'application, mais de faire accepter ces critères de sécurité. De notre côté, on a une partie qui est en SaaS, mais aussi on permet un déploiement en self-hosted pour répondre à ces problèmes-là. Et généralement, quand on arrive dans cette situation-là, c'est plus des questions par rapport au produit, mais c'est des questions d'intégration par rapport aux règles de sécurité de l'entreprise. Et ça prend beaucoup plus de temps. Merci. D'autres questions dans la salle ? Non, on a répondu à toutes vos attentes. Si, monsieur. Bonjour, je suis entrepreneur et no-codeur. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a des challenges que le no-code n'a pas su relever ? Vous avez un garde. Non, mais je pense qu'on est, par exemple, nous, on s'est fixé des challenges par rapport à ce qu'on veut réaliser. On est en train de le faire. On l'a pas tout fait encore. Donc déjà dans le domaine que je connais, on n'a pas tout fait. Et oui, après, je pense que la limite du no-code, moi je dis souvent, mon système ne permet pas de faire Photoshop. Enfin, je veux dire, on n'a pas la souplesse du code, dans le sens où avec le code, potentiellement, on peut tout faire. On ne peut pas tout faire. On est dans un cadre qui est limité, qui permet d'aller beaucoup plus vite dans ce cadre, mais
ce cadre, il a une limite. Alors, on essaye de la faire la plus large possible, on essaye d'être le plus open possible, mais voilà. Donc, on n'est pas. Mais quelqu'un d'il y a 40 ans vous dirait qu'avec du binaire, il pouvait faire des trucs encore plus précis. Voilà. Donc, après, c'est l'évolution normale, je dirais, de l'informatique. Pour moi, c'est une évolution normale de l'informatique, le no-code. Hein. C'est juste qu'à un moment. Voilà. Après, voilà, il y aura quelques limites. On ne peut pas tout faire comme avec le code. Voilà. Bah, pour parler des limites, oui. Pour parler des limites, c'est vrai que quand on essaye de standardiser pour fournir cette expérience low-code ou no-code, on va toujours faire face, en tout cas dans mon cas, à des équipes de développement qui vont me dire oui, mais j'ai besoin de customiser. J'ai besoin de paramétrer cet élément low-code que tu me fournis. Donc là, le challenge, il n'est pas irréalisable, mais c'est de pouvoir aussi aller plus loin. En plus de fournir des composants qui permettent cette expérience, c'est de donner l'expérience qui permet, de manière beaucoup plus simple, donc en low-code, de venir ajuster, donc pour le développeur, cet élément sans que ça lui prenne de temps. Donc il y a construire ce standard, mais après faciliter l'usage de ce standard. Alors aujourd'hui, c'est pas bloquant, mais on sent qu'il faut aller beaucoup plus loin que uniquement donner des Lego. Il faut donner des modèles et il faut que les modèles ils puissent s'adapter très facilement pour s'emboîter. Ouais, pour compléter la réponse, je rejoins, on ne fera pas un supercalculateur dans un avion en no-code, du moins pas demain, peut-être après-demain. Néanmoins, un parallèle que j'aime bien faire, c'est regarder un petit peu ce qui se passe dans les autres industries. Si vous prenez l'industrie automobile aujourd'hui, Renault, il ne fabrique pas toutes ses pièces. Renault, il intègre. Il achète des pièces, des composants, parfois très complexes, à des tiers. Par contre, il impose des standards pour dire que tout ça doit interopérer de telle ou telle manière. Donc on fait des voitures aujourd'hui en 2023, pas comme on les faisait dans les années 30 et pas comme on les faisait dans les années 70. Ce qu'on est en train de voir un petit peu dans le monde de l'IT, c'est un petit peu la même chose. Et les solutions no-code, low-code, elles sont en train d'amener toute l'industrie vers un niveau de maturité supérieur. Et ça, c'est très bien. Maintenant, ça impose effectivement qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut. Et c'est peut-être pas très grave. Et on a peut-être aussi de très mauvaises habitudes à vouloir customiser jusqu'au bout du bout le comportement du bouton, que quand je clique dessus, il va bouger d'1 millimètre vers la droite. Ça, c'est peut-être pas nécessaire. Et je pense on est sur une phase aujourd'hui d'acculturation, d'évangélisation, sur lesquelles aussi les développeurs vont devoir comprendre qu'il y a un certain nombre de choses qu'ils n'auront plus besoin de faire. Ils vont pouvoir se remettre à se concentrer sur les parties de code qui sont réellement importantes, intéressantes, qui apportent de la valeur, et pas uniquement sur des logiques de workflow, d'infrastructure, des choses qui sont beaucoup plus standardisées. Donc le challenge pour moi, il est là. C'est de mettre à évangéliser les architectes, les développeurs pour dire demain, ma solution, c'est pas du 100% Java, c'est pas du 100% Ruby, c'est beaucoup de no-code et un petit peu de code par là. Madame, une autre question? Oui, pardon, merci. Comme on parlait de sécurité beaucoup ici, j'ai pas pu assister à la conférence précédente sur les normes ISO, mais a priori, elle n'existe pas encore, de ce que je comprends. Donc, je voulais savoir, vous, comment vous faites pour choisir vos partenaires, pour avoir un minimum de sécurité à partir du moment où on se dit on va intégrer des outils no-code? Est-ce qu'il y a une prime finalement aux éditeurs de logiciels historiques qu'on connaît bien et on sait qu'ils ont les bons réflexes, on a l'habitude de travailler avec eux? Ou vous êtes prêt à intégrer des nouveaux acteurs, mais dans ce cas, quel type de pédigré ou de recommandations, voilà, qu'est-ce que vous allez chercher pour vous assurer que c'est des professionnels qui savent gérer ces problématiques-là? Alors nous, on n'a pas encore de partenaires privilégiés pour développer toutes nos solutions demain avec du low-code, no-code. On n'en est pas là. Ça viendra, en tout cas on y travaille. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un cahier des charges extrêmement dense chez nous avec plus d'une centaine de questions qui posent des questions d'architecture, d'infrastructure, de sécurité qu'on impose à toutes nos solutions, qu'elles soient développées à la main ou qu'elles intègrent plusieurs systèmes. Et donc mécaniquement, on ira poser la même question au même titre qu'on le fait avec Microsoft. On ira le faire avec des acteurs du no-code, low-code de la même manière. Pour moi, il n'y a aucune raison qui justifierait qu'on ait des exigences qui soient moindres avec des solutions no-code. Donc la stratégie ne changera pas.
Mais après, on peut passer des certifications. Nous, on commence à discuter avec des ministères, d'accord? Et donc, il y a des certifications. Et donc, le bon moyen, c'est de demander à l'outil NoCode s'il a la certification. Est-ce qu'il a tel niveau de certification? Il y a plusieurs certifications qui existent en termes de sécurité. Après, Berger-Levrault, pour le coup, je le vois avec l'histoire de l'Académie Montpellier, c'est quand même sur un niveau... voilà, pire, c'est le ministère des Armées, je crois, mais voilà. On n'est pas là quand même. Voilà, non, mais je suis en contact aussi, voilà. Mais après, nous, en tant que producteurs de logiciels en no-code, on se doit même s'il n'y a pas... Enfin, il y a les certifications, puis après, il y a des normes. Hein, le SSO, aujourd'hui, nous... On a délégué l'identification, on n'a pas développé quoi que ce soit. On s'appuie sur Google, Microsoft, vous choisissez celui que vous voulez, et nous on a tout délégué parce qu'il n'y a pas besoin. Enfin, nous-mêmes, on ne va pas faire des choses qui n'ont pas de valeur ajoutée. Comme par exemple pour tout ce qui est BI, le front, il y a des logiciels aujourd'hui qui sont quasiment no-code pour faire des interrogations BI, on n'a pas refait. Nous, on a ajouté où il y a de la valeur, mais après on va respecter les meilleures pratiques. Et en fonction des marchés, il y a des marchés où il y a besoin d'un très haut niveau de sécurité. Le mieux, c'est si vous avez un très haut niveau de sécurité requis, demandez une certification. C'est le seul moyen d'être certain. Hein. Parce que vous dites les anciens éditeurs, ils respectent bien. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'éditeurs, vous seriez surpris. Pas que dans la sécurité. Voilà, souvent, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Voilà. Donc, voilà. Ce qui serait intéressant, et c'est juste une idée que je pose comme ça, je crois, enfin à ma connaissance ça n'existe pas, ce serait d'avoir des campagnes de bug bounty sur des solutions no-code, low-code, ou des systèmes intégrés avec du no-code, no-code. Aujourd'hui à ma connaissance ça n'existe pas, peut-être faut le créer. Aurélien, tu veux rajouter quelque chose? Non. Non. Parfait. À part bien s'intégrer dans des systèmes certifiés pour ne pas réinventer la roue et se concentrer sur ce qu'on fait de mieux pour la solution low-code. Pour moi, oui, c'est le point important en tout cas pour mon expérience. Merci beaucoup. Merci à toute la salle. N'oubliez pas, demain, il y a une autre conférence que nous organisons avec Invest in Toulouse sur l'innovation, en quoi le no-code va vous permettre d'innover beaucoup plus rapidement. 12h15 dans cette même salle. À demain. Merci à tous. Au revoir.